Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 110. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, Thiergo? Eh ben écoute, ça va très bien, ça me fait plaisir d'être là, comme d'habitude. T'as vu que je t'ai nommé comme ma moitié sur le post de la Saint-Valentin? Ouais, du coup, mon J'espère que autre ça t'a fait moitié, plaisir. ça m'a fait très plaisir et mon autre moitié m'en a voulu, donc je suis passé une Saint-Valentin un peu difficile à cause ou grâce à toi, mais ça m'a touché, vraiment, c'est beaucoup. Bon bah écoute, tant mieux. On va parler aujourd'hui, donc la suite du dernier podcast. Vous savez qu'on a fait un bilan sur notre défense, on a passé en revue les différents joueurs, et on va faire la même chose sur l'attaque sur ce podcast. Mais avant ça, nous allons parler du Patreon, puisque vous le savez désormais, vous avez la possibilité de supporter le podcast, le blog et tout ce que l'on peut faire autour des Giants, également le Twitter. Et pour cela, eh bien, on a accès donc à ce Patreon, patreon.com/onlyagiantpodcast. Comment ça se passe, Thiergo, si on veut participer, si on trouve que notre travail est incroyable et qu'on se dit tiens, j'irais bien les soutenir en leur donnant quelques deniers? Eh bien, déjà, vous allez sur l'adresse qui a été indiquée par notre cher Plax et vous verrez qu'il y a différents niveaux très bien nommés, puisque le premier niveau, c'est le niveau de la fiabilité, à savoir Graham Gano, ce qui n'est pas une très bonne illustration de sa saison 2023. Pas cette année. Qui est un niveau à 3 euros, puis vous avez Saquon Barkley à 10, Plaxico Biorez, enfin... à chaque fois, moi j'ai toujours les prix en dollars australiens, donc ça va pas beaucoup vous aider. Ça monte jusqu'à Eli Manning, et vous n'êtes pas obligé forcément de vous abonner pour plusieurs mois. Si vous voulez le faire, il y en a qui le font, bah, c'est super, mais si vous voulez le faire qu'une donation one shot, bah, vous choisissez votre niveau, vous attendez d'être débité, et puis vous arrêtez l'abonnement via Patreon. Et tout ceci contribue à payer l'hébergement du podcast, du blog, et aussi parfois on achète des goodies, on a fait les t-shirts, enfin voilà, tout ça c'est une manière de soutenir le podcast et on est extrêmement reconnaissant à nos contributeurs Patreon et aussi aux autres qui like, commentent et surtout s'abonnent. Tout ça, ça contribue à la visibilité du podcast, donc continuez. Ouais, d'ailleurs, il nous reste des t-shirts. Donc voilà, c'est encore disponible. Si jamais vous voulez prendre le niveau Eli Manning, eh bien sachez que les t-shirts sont prêts. Oui, bah écoute, c'est très cool, merci de nous avoir résumé ça. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, donc je ne le dirai pas. Attends, vu que tu as oublié et qu'on s'était dit, bon, il n'y a pas de nouvelles à raconter sur ce match, enfin sur cet épisode, sur ce match, oui, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'on avait parlé d'Eli Manning au Hall of Fame? Oui, on avait parlé oui, d'Eli on l'avait Manning fait, au Hall of Fame la dernière fois. Bon, du coup, voilà. Oui, en effet, on n'a vraiment aucune nouvelle à raconter. Donc je pense qu'on peut enchaîner directement sur heureusement qu'on n'est pas encore gâteux et qu'on raconte pas les mêmes choses à chaque podcast. Quoique, pour la O-line, on est presque un peu gâteux, mais ça, c'est pas de notre faute. Et t'imagines les mecs qui répètent à chaque fois les mêmes trucs à chaque épisode. On n'a pas dit dans quel ordre on allait commencer, et ben donc je vais choisir dans quel ordre on va commencer, par quel poste on va commencer pour l'attaque. Le fullback. Et j'ai envie de commencer par le fullback, tout à fait. Non, on va commencer par la O-line. Qu'est-ce que t'en dis? Commençons par le pire. Vaste sujet. Ouais, et bah oui, ouais. Commençons par la O-line. Est-ce qu'on commence par le pire du pire ou est-ce qu'on commence par le meilleur du pire? Alors, commençons par... ça devient complexe. Commençons par le meilleur du pire, s'il te plaît. Je ne sais pas du tout à qui tu penses, et sûrement pas Andrew Thomas. Bah si, puisque c'est le meilleur de tous. Mais... c'est le seul bon pour l'instant. Ouais, encore, tu vois. Enfin, j'ai quand même noté des petits trucs, des petites surprises sur cette line, parce que, bon, on l'avait déjà dit avant, le line, toute la saison, on vous l'a répété, c'était catastrophique. Par contre, Andrew Thomas, qui n'a joué que 10 matchs cette saison, parce que, si vous vous rappelez, il a fait le premier match contre les Cowboys, où on s'est pris 40-0, et Brian Daboll l'a laissé un peu trop longtemps sur le terrain, et il s'est blessé, et il a loupé une bonne partie, la première moitié de saison, ce qui fait qu'il a fait que 52% des snaps. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'on notait clairement la différence entre quand Andrew Thomas était sur le terrain et quand il ne l'était pas. Et quand il était sur le terrain, ça se passait quand même, alors pas forcément beaucoup mieux, parce qu'il y avait d'autres trucs qui n'allaient pas, mais le quarterback morflait quand même moins quand il était là pour le protéger. Mm-hmm. Et puis bon, sinon à part ça,
il n'a pas eu de reconnaissance cette année, il n'a pas eu de Non, mais Pro parce Bowl, qu'il n'a pas eu pas, de il a pas non All-Pro. plus été incroyable, mais je pense que tu as besoin, si tu veux vraiment être très fort dans une O-line, il faut qu'il y ait une cohérence globale. Tu peux pas être un mec au milieu de 5 qui est vraiment monstrueux et les autres qui sont nuls. Enfin, c'est possible, mais globalement, ce qui va plutôt avoir tendance à se passer, c'est que tu vas faire confiance au O-line qui est à côté de toi, donc là, en l'occurrence, le garde gauche. T'as besoin, ça reste quand même un jeu d'équipe, même si c'est vrai que ça peut être comparé un peu à de la lutte en 1 contre 1, mais quand il y a des switches dans la D-line, quand ils font certains mouvements un peu spécifiques, tu es obligé de faire confiance au gars à côté de toi. Et forcément, quand tu as une partie de ton cerveau qui est prise en te disant peut-être que le mec à côté va lâcher, bah t'es forcément moins bon et cette partie cohésion est moins bonne. L'année dernière, on était bien meilleur. Cette année, ça a été vraiment catastrophique de A à Z. On a de très loin la pire O-line de toute la ligue. Et donc, ça se répercute forcément un peu sur lui. Et puis, le fait qu'il a été absent, blessé, etc., ne joue pas en sa faveur. Mais il a été clairement notre meilleur O-line quand il a pu jouer. Bien sûr, il n'a Ouais. pas été au niveau d'un All-Star ou quoi que ce soit. Donc, ça peut pas être. Voilà, Ce qui est un peu je pense. dommage sur Pro Football Reference, c'est que bon, on a à chaque fois plein de stats pour plein de joueurs, mais c'est encore très pauvre pour les linemen, et donc on ne sait Ouais. pas forcément. Tu sais, tu as des sites, enfin, tu as Pro Football Focus qui fait ça plutôt bien de combien de pression ils ont concédé, combien de sacs et compagnie. Bon, sans connaître les stats, on est à peu près confiant pour vous dire que c'est proche de zéro pour Andrew Thomas. Si ça a dû arriver, ça a dû arriver peut-être 1 ou 2 fois. Et puis c'est pas un joueur qui se fait pénaliser très souvent. Enfin, Mhm. il est à un niveau exceptionnel, ce gars. Et c'est pour moi, tu vois, on en reparlera peut-être un peu plus quand on abordera le sujet de la draft, et qu'on parlera peut-être de trade-up. Mais Andrew Thomas et Dexter Lawrence, ce sont 2 joueurs qui, à mon sens, sont intradables. Ah bah complètement. Parce que si tu trades ces mecs-là, c'est les bases un peu de ton équipe, à la fois en attaque et en défense. Donc non, je suis complètement d'accord avec toi. Aucun problème là-dessus. Si on passe de l'autre côté de la ligne pour le même poste, on retrouve Evan Neal c'est très compliqué pour lui. Je sais même pas quoi dire. On a déjà un peu tout dit sur ce joueur-là. Joe Shine a l'air de dire qu'il lui fait encore confiance. Certains estiment qu'il serait meilleur en garde. Il y en a qui avaient déjà cette analyse au moment de la draft. On va voir ce qui va se passer pendant l'intersaison et surtout pendant la draft. Il y en a qui disent qu'on serait capable d'aller chercher avec notre pick numéro 6 à la draft, donc au premier tour, éventuellement le meilleur tackle qui est disponible. Donc si jamais ça arrive, peut-être qu'il faudra faire des changements avec Evan Neal. J'en sais rien. Je pense que les mouvements de l'intersaison vont nous permettre de savoir si Josh Allen a vraiment tant que ça confiance en Evan Neal. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il veut continuer dans la ligue, il va falloir qu'il ait un tout autre niveau l'année prochaine. Il ne peut pas continuer comme ça. Oui, et aussi qu'il fasse un peu plus preuve d'endurance, ou en tout cas de, comment dire, toughness, c'est pas le mot, mais tu te De... rappelles, il avait fait des commentaires en disant ouais, de toute façon, les fans, ils sont bons qu'à flipper des burgers. Oui, il faut faire le dos rond, quoi. Faut Voilà, il arrêter faut faire. de répondre. Et Ouais. surtout dans une place comme, enfin, un lieu comme New York où les médias te mettent une pression pas possible, il a montré qu'il manquait un peu de mental de ce côté-là. Bon, il s'est Ouais. rattrapé très vite derrière. Mais je suis curieux de voir ce que le nouveau coach des O-Line va apporter, puisque ce coach apparemment était très reconnu à Las Vegas. Et Joe Shane a dit il y a des choses qu'on a vues sur la tape d'Evan Lynn à Alabama. On sait qu'il est capable de faire ça, mais on ne le voit pas en tant que professionnel. En tout cas, c'est Qui ce a dit que je ça? comprends. Joe Shane, tu sais, quand il Ah ouais? disait qu'il avait Ok. encore confiance, il disait on est retourné voir les tapes d'Alabama. Ouais. Peut-être que les gars ils se sont dit putain, est-ce qu'on a loupé On un s'est truc. foiré, on a loupé un truc là, c'est pas possible. Voilà. Et lui, il avait dit non, non, on a vu de ce dont il était capable, on est convaincu qu'il peut le faire, maintenant il faut qu'il le fasse. Donc, Hmm. Evan Neal, ça va être son deuxième coach d'O-line, puisqu'avant c'était Bobby Johnson. On va voir si ce changement lui est favorable. Mais je suis Bobby d'accord avec Johnson, toi. il a pas été aux Commanders d'ailleurs. C'est ça, hein, c'est Si, Commanders. si. Il a Ouais, il est rebondi dans parti une aux autre Commanders. équipe, alors on leur souhaite bien du courage à nos amis Commanders. Ouais. Ça risque de pas être simple. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec toi. Si ça va pas, enfin, si ça va pas pour Evan Neal en tant que tackle, j'espère que pendant la saison, on va le faire passer à l'intérieur pour tenter un peu autre chose, qu'on fasse pas la même erreur
qu'Eric Flowers. Eric Flowers, on n'a jamais voulu le passer garde. Et puis quand il est allé chez les Commanders et qu'il est devenu garde, et ben, il a commencé à bien jouer. Donc c'est peut-être ce qui devrait se passer avec Evan Neal, même si c'est un peu du gâchis pour un joueur qui a été drafté aussi haut. Ouais, mais bon, c'est encore plus du gâchis de réussir à rien en faire et de le laisser partir. Donc pourquoi pas essayer de trouver quelque chose. Donc en tout cas, je doute pas que ce coaching staff, si jamais ça fonctionne pas, ils vont pas aller droit dans le mur et à un moment donné, ils vont essayer de faire quelque chose, à mon avis. Le troisième joueur qui est peut-être, puisque bon, personne n'est irremplaçable dans cette O-line à part Andrew Thomas, comme on l'a dit. C'est peut-être John Michael Schmitz qui est centre, donc qui était rookie cette année. D'ailleurs, je suis en train de regarder, il a 24 ans, donc c'est un rookie assez âgé quand même. Qui vient de Minnesota, ouais. Qui a été un petit peu blessé, il a eu des problèmes à l'épaule, qui a été correct par moment, moins bon par moment. Ça n'a pas été non plus incroyable ce qu'il nous a montré. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est pas étonnant pour une première année, ça peut arriver. Là, on n'est pas trop inquiet non plus. J'imagine que le changement de coach va aussi faire du bien. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas non plus, tu vois, tu aurais bien aimé avoir un centre. Peut-être que je pense qu'ils s'en doutaient qu'il serait pas monstrueux, mais quand même un peu plus solide que ça. Donc peut-être un petit peu décevant ce qu'on a pu voir sur cette première saison. Ouais, surtout que j'ai souvenir que John Michael Schmitz était vu par beaucoup d'analystes comme probablement le meilleur centre de cette classe de draft. Je crois que, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en avait qui disaient que c'était celui qui était le plus NFL ready. Bon, c'était irrégulier, hein. On l'a vu du bon et du moins bon. Je pense que ça dépendait aussi des joueurs qu'il avait en face de lui, parce que forcément, quand tu affrontes les Jets, bah, tu souffres un peu plus que quand tu affrontes... Alors j'ai dit les Commanders, mais non, les Commanders, c'est pas un bon exemple parce qu'ils ont justement un bon front seven, en tout cas un bon front four. Mais il y a sûrement d'autres exemples. Les Patriots, on va dire. Voilà. Les Patriots, c'était pas glorieux. Mais bon, j'attendais pas forcément des merveilles de sa part. Je trouve qu'il a eu une saison de rookie, tout simplement. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il était plus en confiance au début. Et que, alors ça, ce serait vraiment du coup pour le problème coaching staff, hein, c'est que tu arrives avec un peu de confiance de ce que tu as pu faire en college, et puis en fait, petit à petit, ça va moins bien, peut-être tu es perdu dans les consignes, enfin j'en sais rien, mais il y a clairement quelque chose, j'ai trouvé qui s'est pas amélioré avec la saison, c'est pareil pour Evan Neal. Bon, ce changement de coach va nous permettre de savoir vraiment si le coach était le problème de tout ça, mais c'est pas possible, à chaque fois on dit la même chose, mais c'est pas possible qu'on s'améliore pas au bout d'un moment, quoi. Tous les joueurs ne sont pas nuls. Je veux dire, tu prends des mecs qui sont unanimement des joueurs qui méritaient d'être pris au premier, deuxième tour. Evan Neal, John Michael Schmitz, c'est pas possible que les mecs deviennent plus mauvais les uns que les autres. Il y a quelque chose qui va pas. Non, et on l'a vu surtout en fait avec, pardon, je te coupe, avec d'anciens joueurs comme, je sais pas si tu te rappelles, John Feliciano et puis je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'était Reminski ou quelque chose comme ça, qui ne marchaient pas très bien chez nous, sont partis dans d'autres équipes et tout de suite ça se passait mieux pour eux. Donc tu vois, ça montre bien que le problème c'était pas forcément eux, c'était peut-être aussi un peu nous. Enfin, dans le sens où le coaching n'était pas capable d'extraire tout le potentiel de ces joueurs-là. Ouais, je suis bien d'accord. Sur le reste, on va pas aller prendre joueur par joueur parce que c'est peut-être moins intéressant, mais sur les gardes, donc on a eu beaucoup de rotation au niveau garde. On a eu Ben Bredesen, on a eu Mark Glowinski qui fait partie des candidats peut-être pour ne pas être renouvelé cette année et gagner un petit peu de cap space. On a eu Justin Pugh qui est arrivé en milieu de saison, straight from the couch. C'est un peu le bordel. Alors je dirais juste... Ouais, vas-y. Je dirais juste deux choses. Alors déjà, Ben Bredesen, c'est celui qui a fait le plus de snaps dans l'attaque. Il a fait 92% des snaps, ce qui est absolument énorme parce que je pense que celui d'en dessous, le deuxième, je l'avais noté, c'est Darius Slayton qui ne fait que 80% des snaps. Et Ben Bredesen, je suis un peu tombé de ma chaise parce que tu sais quel âge il a ? Je sais pas, il va être jeune, 26, j'en sais rien. Il va avoir 26, mais je sais pas pourquoi. C'est fou ça. Ah, il a que 25 effectivement. Et moi, je pensais en fait que c'était un gars qui, quand il est arrivé chez nous, il va avoir 28-29 ans et qui était dans la trentaine. Pareil. Ouais. J'avais l'impression qu'il était arrivé après son contrat rookie en fait, mais pas du tout. Ouais, en fait, bon, c'est Glowinski qui en effet est bien plus vieux et bien plus vétéran. Glowinski a eu une saison quand même en dents de scie et plutôt vers le bas. Donc je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que ça pourrait être la saison où on le dégage.
Bredenson, je le verrais bien revenir. Au moins, tu sais, ça peut être un titulaire, parce qu'il nous a montré des choses qui n'étaient pas si dégueulasses que ça, alors que l'année précédente, on rêvait que d'une chose, c'était de le jarter. Mhm. Et pour Justin Pugh, il nous a fait quelques matchs en left tackle. D'ailleurs, son premier match, quand il était straight off the couch, il a dû se retrouver left tackle tout de suite. Ouais, oui, c'est vrai. Mais il est clairement meilleur en tant que garde. Alors, il a 34 ans. Tu sens qu'il ne veut pas rester forcément encore très longtemps en NFL. Il a en plus son petit podcast comme maintenant 90% des joueurs NFL. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il revienne juste pour un petit contrat d'1 an avec New York avant de tirer sa révérence. Eh bien, nous verrons ça. Je suis en train de voir qu'il y a aussi Shane Lemieux qui est dans la liste des blessés. Alors lui, j'ai vraiment pas envie de le revoir. Il a été blessé tout le temps. Quand il joue, il est catastrophique. Ouais. Donc, à mon avis, il faut Bah, laisser tomber. comme Matt Peart. Shane Lemieux, Matt Peart, c'est cette Ouais, classe de draft où là tu te dis, bon, il n'y a rien à faire. ouais, c'est clair. Josh Ezeudu, il nous Bon, avait encore montré des jeune, belles choses. encore jeune. Oui, il est encore jeune, il s'est blessé. Je pense qu'il faut qu'il revienne parce que en tant que garde, Oui. c'est pas trop mal. Je pense que ça peut être intéressant en tant que Ouais. remplaçant, mais c'est pas du titulaire, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tyree Phillips aussi, lui, qui a plutôt été correct, qui a joué un tackle droit pour remplacer Evan Neal quand Evan Neal était blessé. Là, c'est pareil, c'est un joueur que j'aimerais bien voir revenir. Il a 27 ans, ça vaudra le coup de le faire revenir. Bref, en tout cas, on voit bien que on n'a pas du gros All-Star là, et que c'est un peu compliqué cette O-line. Malgré tout, ça n'empêche pas que tu dois être meilleur que ça. Même si tu n'as pas des joueurs incroyables, tu es censé quand même avoir une meilleure cohésion dans ta O-line et être bien meilleur que ça. Donc ça va être décisif, hein. On espère vraiment que ce nouveau coach de O-line va nous permettre d'améliorer tout ça. Passons sur de qui on peut parler. Je voudrais faire QB receveur en dernier. On peut faire tight end puisque c'est un peu l'extension de cette ligne offensive. Et évidemment, on a envie de parler de Darren Waller, qui était la grosse signature de l'intersaison qu'on a eu contre un 3e tour de draft. On avait peur d'une chose, c'est qu'il se blesse. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est blessé très souvent dans la saison. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette saison de Darren Waller chez nous ? Est-ce que tu es encouragé pour la suite ? Est-ce que tu voudrais qu'il reste ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, Darren Waller, juste pour vous donner quelques stats, c'est 74 passes dans sa direction, 52 attrapés, 552 yards, un seul TD. Donc, on va dire que c'est pas vraiment exceptionnel, sachant qu'il n'a joué que 12 matchs, hein, dont 11 en tant que titulaire. Bon, on savait qu'il y avait quand même des Goris qui se blessent. Donc, est-ce que 12 matchs, c'est pas forcément... Enfin, ce serait pas quelque chose de raisonnable pour un joueur comme Darren Waller? Bah, je trouve que 12 matchs, 552 yards, c'est pas si mal. Avant qu'il se blesse, il était dans les tout meilleurs tight ends en termes de production. Hein. Ouais, mais alors, je pense que vu nos problèmes de ligne offensive, on n'a pas vu Darren Waller dans le jeu de passe autant que ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de snaps où tu le voyais devoir bloquer, alors que pourtant c'est pas forcément la chose qu'il fait mieux, mais il le fait avec beaucoup de volonté. On a vu super Darren Waller pendant la pré-saison, mais on sait que la pré-saison, ça ne vaut rien. Donc, c'est pas la plus grosse déception de cette attaque, mais je suis un peu déçu en me disant, j'espère qu'on pourra voir un peu plus la saison prochaine. Encore une fois, on a aussi un changement de coach des tight ends, mais bon, je pense pas que Darren Waller, à ce stade de sa carrière, ait encore beaucoup de choses à apprendre. Non. Quoique. 31 ans quand même, hein. C'est pas non plus... bon. Non, oui, non, mais en effet, il est plus tout jeune. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme un jeune joueur où tu vas aller changer sa technique et tout d'un coup, il va exploser. C'est un vétéran qui est affirmé, mais... je crois que les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu l'exploiter comme on l'aurait voulu et c'est un peu dommage. Ouais, alors quand même, 552 yards gagnés cette saison en seulement 12 matchs. Il est quand même deuxième meilleur receveur de l'équipe. Le seul qui fait plus, c'est Darius Layton avec 570 yards. Je voudrais bien voir la dernière saison où on a eu un tight end qui faisait plus de 500 yards à la réception. Ça doit remonter quand même, je pense. Donc bon, c'est quand même un joueur qui est intéressant et qui apporte de la verticalité et un peu de puissance. Evan Engram, malgré tous ses défauts, il nous faisait quand même des saisons à 700-800, il me semble. C'est vrai que j'avoue, Evan Engram, il y a quelques moments où il a été correct, mais il faisait beaucoup trop de drops. Alors on a quand même vu Darren Waller dropper certains ballons, malheureusement. Ça, c'était un petit peu dommage. Il y a eu ce petit problème à certains moments de concentration
Et bon, il a quand même été un joueur qui a quand même eu un bon impact, donc j'aimerais bien qu'on continue un peu avec lui. Et voilà, pas sur 10 saisons, mais ça peut être intéressant. Les autres tight ends, donc on avait Lawrence Cager, on va même pas en parler parce qu'il a été inutilisé cette saison. Le seul deuxième tight end important, c'est vraiment Daniel Bellinger. Beaucoup utilisé en bloc, pareil, hein, sur les jeux de passe, donc ça c'est une partie importante de son rôle. Quel âge il a, Daniel Bellinger? Il a 23 ans, encore très jeune. La blessure à l'œil, c'était l'année dernière ou c'était cette année? C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. C'était contre les... Je sais plus contre... Enfin, c'était contre les Jaguars. C'était contre les Jaguars, et puis cette année, il est à nouveau avec sa visière, hein, parce que je pense que quand tu as failli perdre ton œil, tu fais un peu attention. 28 passes lancées dans sa direction, seulement 3 loupés, 255 yards, donc oui, en effet, il était là plutôt pour bloquer, comme tu as dit, Lawrence Cager, il n'y a rien à dire sur le garçon. Non, et Bellinger, forcément, il a été plus impactant sur le jeu de passe l'année dernière, je pense, puisque quand tu as Darren Waller, forcément, tu passes un peu au second rang sur la partie réception. Ouais. Voilà, donc pas grand chose à dire sur ce poste de tight end. Je pense qu'avec Darren Waller et Daniel Bellinger, je trouve qu'on n'est pas trop mal lotis. Si on continue avec ces deux joueurs-là, moi, ça me pose pas trop de problème. Je verrai pas on en parlera quand on fera des podcasts spécifiques, mais je vois pas trop de problème à ce poste-là, en tout cas. Running back. Running back. Alors, il y a peut-être plus de choses à dire. Oui, enfin, il y a des choses à dire sur un joueur. Après, les autres, on y passera quand même assez rapidement parce que pour moi, ce qu'il y a à dire, c'est Saquon Barkley, c'est tout simplement le meilleur joueur offensif des Giants cette saison, encore une fois. Même si on en avait déjà discuté le dernier podcast, ses stats ne valent pas celles d'un running back élite qui va faire 1500 yards à la course plus 300 à 400 yards à la passe. Néanmoins, il nous a fait... c'était celui qui nous apportait des big plays quand même assez régulièrement. Ce qui en fait... il y avait quand même des situations où il faisait des grosses erreurs. Par exemple, tu vois, je pense au fumble contre les Packers, tu sais, quand il tombe tout seul et il lâche le ballon. Et les Packers récupèrent le ballon et en fait, on aurait pu perdre le match sur ça. Ouais. Il avait un taux de drop, alors pas faramineux parce qu'il y a des joueurs des receveurs qui ont fait bien pire que lui, mais il était quand même à 8,3% de drop sur les passes lancées dans sa mais dis-toi qu'une réception de running back, c'est souvent plus facile qu'une réception de receveur parce que c'est souvent des checkdowns et des trucs un peu simples. Donc ça reste... Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'il nous a fait des réceptions comme s'il était un receveur complètement en extension, des trucs de folie, et puis parfois il te loupait une petite réception, enfin une petite passe dans le flat, tu comprenais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, il a loupé tous les incentives qu'il était censé avoir, puisque pour rappel, donc il a fait 982 yards à la course, 280 à la passe, et donc ce qui fait... ça fait pas 1350... Parce qu'il devait faire 1350 en scrimmage pour avoir un peu plus de thunes. Okay. Et si je dis pas de bêtises, ça fait pas 1350. J'ai pas. Il est à 962. Et attends, réception, on a dit combien 280. 280, oui, non, il y est pas. Ouais. Et il devait avoir 11 touchdowns. Il en a pas fait assez. Il a fait que 10 touchdowns. Ouais, c'est ça. 6 à la course, 4 à la passe. Enfin, à la réception. Et il n'a pas fait 65 réceptions et on n'est pas allé en playoff. Donc le petit million supplémentaire, enfin les 990 000 $ supplémentaires que les Giants lui avaient généreusement donnés, ne seront pas payés à Barkley. Ouais, moi je continue de penser qu'il a plus l'impact qu'il avait sur ses premières saisons. Et... Bon, je ne verrais pas comme un gros échec de ne pas le re-signer, si tant est qu'on retrouve un bon running back, parce que là, derrière, en fait, le problème, c'est que derrière Saquon Barkley, c'est vraiment le vide sidéral, puisqu'on a Matt Breida qui fait 151 yards à la course cette année, en 55 courses. Il est très très peu utilisé. Alors les autres running backs derrière, Eric Gray, je crois qu'il a été blessé, mais il a fait... Combien il a fait 48 yards et 17 courses, donc c'est quasiment rien. Gary Brightwell, bon, il est abandonné, on le voit plus du tout, et heureusement qu'il fait un peu de special team, parce que sinon je pense qu'il serait plus du tout dans l'équipe. Eric Gray, il peut être intéressant, il a fait quelques courses. Moi, ce que j'aime bien chez Eric Gray, c'est qu'il réfléchit pas trop, il fonce dans le tas, il est très puissant, donc ça j'aime bien ce genre de running back là. Mais à mon avis, il y a quand même là, pour le coup,
à se renforcer, ça me paraît assez indéniable. Ouais. Et si on décide de garder Saquon Barkley, il nous faut au moins un running back 2. Et si on décide de s'en débarrasser, il va falloir le remplacer par un running back 1. Donc Alors, il y a des upgrades à faire à ce poste-là. ouais, et sur Saquon Barkley, on en reparlera dans le podcast Free Agency, mais j'ai entendu une théorie que je trouvais intéressante et qui, à mon avis, est très probable. Ce serait que, il y a des rumeurs qui disent que les Giants, cette fois, ne comptent pas lui mettre le franchise tag parce qu'ils préfèrent l'utiliser sur un autre joueur, mais qu'en fait, Joe Shane disent à Saquon Barkley, ils disent, écoute, voilà, nous, on est prêt à te payer tant, on va pas te donner le franchise tag, mais on te laisse aller tester le marché. Si tu trouves quelqu'un d'autre qui te paye plus, bah écoute, tant mieux. Et puis bah sinon, tu peux revenir chez nous pour ce qu'on te Ouais, propose. ok. Et ouais, et ça sera intéressant de voir si justement il y a une équipe qui sera prête à surpayer quelqu'un comme Saquon Barkley, parce que c'est un joueur qui est super, mais c'est sûr qu'il ne produit pas autant qu'un Christian McCaffrey qui vaut 15 millions de dollars. Est-ce que quelqu'un sera prêt à donner 15 millions de dollars pour Saquon Barkley par an? C'est pas gagné. Non, puis je pense qu'il a perdu un petit peu en vitesse et en explosivité par rapport à ce qu'on a pu voir Bah, les années d'avant. il a eu beaucoup de blessures, malheureusement. En fait, il a fait 2 saisons à plus de 1300 Bah oui, oui. yards à la course. C'était sa saison rookie et c'était la saison dernière. Et entre deux, il y a eu des blessures tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas de chance parce que c'est un talent Après, c'est pas immense. étonnant pour un running back. Hein. Un running back, ça se blesse, c'est au contact tout le temps, ça prend des coups à chaque match. Donc, sur ta théorie, est-ce que tu verrais pas plutôt que de dire voilà, nous combien on est prêt à te payer, essaye de trouver mieux, est-ce que tu verrais pas plutôt teste le marché, tu nous dis combien tu trouves et nous on voit si on s'ajuste. Mais voilà, à mon avis, ils vont pas lui Oui, dire nous on te paye tant parce que sinon il va aller voir une équipe et dire bah si vous me payez un peu plus que ça, je vais signer chez vous. Donc je le bah verrais plus non, comme ça. parce que en fait, je pense que quand Saquon Barkley dit j'ai envie de rester à New York, je pense qu'il est sincère. Ah bah je pense aussi, ouais. Je pense qu'il a vraiment envie. Et donc, en fait, je ne crois pas qu'il cherchera forcément à, euh, à faire monter les enchères ailleurs. Mais à mon avis, Joe Shane, comme il l'avait fait l'année dernière, il est déjà allé voir Saquon Barkley avant, enfin peut-être pas pendant la saison, mais en tout cas à l'approche de la Free Agency, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille voir son agent en disant, voilà, nous on est prêt à le signer pour tant. Alors soit vous prenez ça maintenant et puis on n'en parle plus, soit il va tester le marché et puis on en reparle plus tard. Mais ce que tu dis est aussi tout à fait très probable de toute façon. Mais voilà, en tout cas ce qui est clair c'est qu'il est plus probable qu'il aille tester le marché que l'autre alternative qui est de dire il a à Ah nouveau bah le ça, franchise tag pas trop de posé doute. sur Non, lui. non, je pense que je suis d'accord avec toi. À mon avis, il ira tester le marché, ils vont le laisser et voir ce que ça va donner. Ça, je suis assez d'accord. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur le running back? Non, je pense pas. Je pense Non. qu'on a tout dit. Et on peut donc passer au wide receiver. Alors, wide receiver, donc on l'avait dit au début de saison, on n'a pas de super wide receiver 1. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les mock drafts, on nous met souvent alors pas le tout meilleur évidemment, puisqu'il sera sûrement pris avant nous, mais on nous met les receveurs 2 ou 3 de cette draft qui restent quand même des très très bons joueurs et qui pourraient faire des étincelles avec un bon QB. Le meilleur receveur, comme depuis de nombreuses années, qui a le plus de yards, c'est Darius Slayton, 770 yards. Donc une signature, on rappelle que l'année dernière, en début de saison, quand Daboll est arrivé, il n'était même pas titulaire, il n'était limite pas dans l'équipe, et finalement il s'est imposé par le travail, etc. Il y avait cette vidéo sympa où on voyait Daboll qui disait « Je suis très fier de toi, t'étais pas dans l'équipe et t'as su vraiment t'imposer petit à petit, sans rien dire, travailler et tout, donc ça c'est super. » Il met 4 TD, 50 réceptions sur 79 passes lancées dans sa direction, donc c'est un joueur qui est intéressant. Et derrière le deuxième, et ça fait plaisir, c'est Wan'Dale Robinson, 525 yards, donc un tout petit peu moins de yards que Darren Waller. 60 réceptions sur 78 passes lancées dans sa direction, 1 TD. Je trouve vraiment cool, Wan'Dale Robinson. Il est en homme à homme et c'est celui qui, a priori, de tous nos receveurs, qui crée le plus de séparation avec ses receveurs. Et donc en wide receiver 2 ou 3, je trouve que là, on a vraiment un bon joueur, un petit peu gadget player comme ça. Et en tout cas, avec une bien meilleure mentalité que certains joueurs qui étaient censés être des gadget players et des joueurs avec à peu près le même profil, qui ne sont plus chez nous, et je ne donnerai pas de nom. Ouais, tu vois, c'est marrant parce que en plus, dans mes notes, c'est ce que j'avais mis, c'est que Wan'Dale Robinson, c'est un joueur qui est quand même assez explosif. Il n'a pas marqué beaucoup de TD, mais il nous a sorti quand même de beaucoup de situations compliquées. Ouais.
Et en fait, il est tout ce qu'on attendait de Kadarius Toney et qu'on l'a jamais eu, quoi. Donc, et surtout, il fait ça, enfin, il fait plus de 500 yards en étant probablement non, j'allais dire la troisième cible des quarterbacks, mais non, parce que c'est celui qui a le plus de réceptions. C'est pas forcément celui qui a eu le plus de targets, puisque ça restait Darius Slayton, mais ça se vaut, hein, parce que Darius Slayton, Robinson et Waller, c'est respectivement 79, 78 et 74 targets chacun. C'est ça. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que il revenait d'une blessure au ligament, il s'était fait ligament croisé. Et pour un joueur qui en fait est autant shifty, qui du coup joue beaucoup sur ses appuis et a besoin de faire de la séparation et compagnie, bah, il s'en est très très bien tiré. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la saison prochaine parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire, quoi. Ouais, pour info, il a plus de la moitié de ses yards qui sont des yards after catch. Il a autant de yards after catch que Darius Slayton, alors que Darius Slayton, il a 250 yards de plus à la réception au total. Donc voilà, c'est une grosse partie de ses yards viennent de ce qu'il est capable de produire après la réception. Ouais, tout à fait. Le troisième joueur qui gagne le plus de yards, et là c'est un petit peu décevant peut-être dans son utilisation, c'est Jalin Hyatt, donc le rookie, qui met 373 yards, qui a fait un match à plus de 100 yards, donc ça veut dire qu'il y a un bon quart de ces yards qui sont venus sur un seul match. Il a que 23 réceptions sur 40 targets. Alors il y a eu beaucoup de passes qui sont longues sur des tracés où on sait qu'il est très rapide et qu'il arrive à prendre beaucoup de distance par rapport à son receveur, à son défenseur sur des tracés fade notamment. Bon, on aurait bien aimé qu'il marque au moins un TD parce qu'il a 0 TD et on aurait bien aimé le voir plus ciblé quand même. J'ose espérer qu'il sera mieux et plus utilisé l'année prochaine. Ouais, alors je pense que l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas souvent été ciblé, c'est parce qu'on avait aussi des quarterbacks qui étaient énormément sous pression et qui, du coup, se retrouvent à aller chercher des joueurs qui sont plus proches d'eux, hein. Il a été reproché à Daniel Jones de parfois louper un Giant complètement ouvert lors du match contre les 49ers. Alors, donc il a manqué une opportunité, on ne sait pas encore ce que ça vaut, mais on a vu des belles choses. Le match contre les Cardinals, il fait 2 réceptions, 89 yards. Le premier match contre les Commanders, il fait 2 réceptions sur 5 passes dans sa direction pour 75 yards. Et puis le fameux match contre les New England Patriots, où là il a fait 109 yards en effet. Donc en fait, la plupart, enfin j'ai envie de dire que 80% voire 90% de ses stats se répartissent sur 3 matchs. Jusqu'après, c'est maximum 25 yards. Tu vois, il a fait 25 yards contre les Rams, 21 contre les Bills, mais c'est rien d'exceptionnel. Après, c'est un 3e tour, donc peut-être qu'il lui faut un peu de temps aussi pour s'adapter. S'il était plus rapidement disponible s'il avait été meilleur et plus NFL ready, peut-être qu'il aurait été pris plus tôt dans la draft. Alors je dis ça, et puis après on va voir l'exemple de comment il s'appelle, le receveur des Rams, l'a pris je sais pas combien de tour et qui nous fait les records all-time des receveurs. Donc bon, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais s'il avait été bien meilleur, il aurait sûrement été pris avant. Donc il lui faut peut-être un petit peu d'adaptation, et c'est peut-être pour ça qu'il a été un peu préservé et qu'il a peut-être pas joué autant que ce qu'on aurait espéré. Derrière, bon, pas grand chose à dire sur les autres. On a Isaiah Hodgins qui reste une valeur sûre quand même, puisqu'il a été plutôt bon et quand on l'a visé, il a été ok. Donc c'est pareil, c'est un joueur que tu aimes bien avoir dans ta rotation. Clairement pas un receveur 1, 2 ni 3, c'est un bon receveur 4, je dirais. Il a quand même, il a bien disparu, Isaiah Hodgins, cette saison. Moi, je suis pour le garder parce que ça reste quand même. Il nous a fait 3 TD, ce qui est il est 3e derrière Darius Slayton et Saquon Barkley. Son TD, moi le TD que je préfère d'Isaiah Hodgins, c'est le TD contre les Packers sur une passe de Tommy DeVito, tu sais, dans le coin de l'end zone. C'est magnifique. La passe de DeVito est très belle. Mais, oui, si je me rappelle. Okay. Voilà. Oui. Et je crois qu'il me semble que c'est juste avant la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Et c'est dans le coin droit de l'end zone. Il est du bout des pieds, il attrape le ballon alors qu'il était quand même pas trop mal couvert. C'était son meilleur TD. Les 2 autres, je me rappelle pas, pour être tout à fait honnête. Moi non plus, mais il a les mains plutôt sûres, et sur des catchs pas faciles où il est bien marqué, il arrive
à avoir les mains assez sûres, et ça c'est plutôt intéressant d'avoir un receveur comme ça. C'est pas le joueur le plus rapide, c'est pas le joueur qui a le plus de capacité à se démarquer, mais quand tu te retrouves contre le corner 3 ou 4 de l'équipe adverse, ça te permet de faire plus de choses. Donc voilà, il avait pas été gardé chez les Bills pour une raison, hein, donc c'est pas non plus un joueur si fort que ça, mais dans une rotation, en tout cas, je le trouve intéressant. Derrière Paris Campbell, ouais. Il était pas dans le practice squad des Bills. Peut-être, si, mais en tout cas, on l'avait récupéré pour rien, quoi. On avait pu. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il s'était pas fait virer. C'est c'est ça. joueur que tu peux pas garder dans ton effectif, mais que tu veux quand même avoir sous le coude. Oui. Mais oui, enfin voilà. Bon, passons à Paris Campbell parce que il n'a pas grand chose à dire. C'est grosse déception puisque on attendait beaucoup de lui et que avec son numéro 0, il a fait une saison vraiment pas terrible. On l'a quasiment pas vu et là il a été enterré dans le roster. Donc voilà, toi tu l'aimais pas de toute façon, donc comme ça. Alors, non, mais Paris Campbell, j'ai bien préparé ce podcast. Il faut que je reprenne mes notes parce que j'ai écrit beaucoup de choses sur Paris Campbell. Paris Campbell, j'ai écrit nul. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, donc c'était bien travaillé. Voilà, ça, nul. Donc, c'est. Mais attends, si je regarde ses stats, parce que l'année dernière, Paris Campbell, il fait une bonne saison à combien il fait de yards ? 681 yards, tu vois, c'est beaucoup. Il aurait été deuxième meilleur receveur s'il avait les mêmes stats l'année dernière avec les Colts, et cette année il fait 104 yards. Donc voilà, ça s'est pas passé comme on l'espérait. Et les jeux qu'on a tentés, c'était des petits jeux courts pour qu'il fasse du yard after catch, et ça a jamais marché. Donc c'est peut-être aussi au niveau du design, j'en sais rien, mais en tout cas, l'alchimie n'a pas pris avec Paris Campbell. Le dernier qu'on peut évoquer avant de passer au quarterback, c'est juste Sterling Shepard, où là j'ai mis c'était cool de l'avoir, mais clairement il est cramé et il prenait un peu une place pour rien. D'ailleurs, Joe Shane l'avait un peu reconnu à mi-saison quand on lui avait posé la question de dire, je sais plus c'était qui ce receveur qu'on avait pendant le training camp, qui était notre returner et qui s'est retrouvé chez les Commanders. Tu vois de qui je parle ? Oui, tout à fait. Et on était bien deg de ne pas avoir un returner du coup. C'était un vétéran et je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais oui, tout à fait. Ouais. Mais j'aurais préféré qu'on ait lui plutôt qu'on aurait eu moins de problèmes sur le kick return. Bah oui, mais bon, voilà. Shepard, clairement, c'est là où en fait parfois tu te dis, bah oui, en effet, la NFL, faut pas prendre des décisions pour des questions d'affect. Et Shepard, c'est clairement l'une des raisons qui a fait qu'il est. Parce que c'est un joueur, 14% de drop, c'est le receveur qui a le plus de drop cette saison. Ouais, il a été catastrophique là-dessus. Ouais. Donc, il a déjà fait ses adieux. Donc voilà. Merci pour ces belles années, mais 2023 n'en faisait pas partie. Non, et clairement sur ce poste de receveur, comme c'est le cas aussi sur les running backs, il va falloir du renfort. Et ce serait quand même intéressant qu'on ait un vrai wide receiver 1, et c'est pour ça que on aura le temps d'en reparler, mais que c'est pas improbable qu'avec soit on aille chercher à la free agency, et ça on le saura du coup avant d'arriver à la draft. Forcément la free agency dicte un peu ce que tu vas faire pendant la draft. Mais si on va signer un wide receiver 1 quelque part, comme un T. Higgins ou quelque chose comme ça, ça change ta manière d'aborder la draft et on verra bien ce qui va se passer. Mais il va falloir se renforcer à ce poste-là, ça fait pas trop de doute. Reste les quarterbacks. Alors on a eu une année assez mouvementée au poste de quarterback, puisqu'on a eu 3 vrais quarterbacks titulaires qui se sont alternés jusqu'à ce qu'on arrive au summum où pendant un même match, il y a eu 2 quarterbacks qui se sont blessés, peut-être même 3 je crois. Daniel Jones a commencé le match, après Tyrod Taylor a joué, après il s'est blessé, DeVito est rentré. Enfin bref, il y a eu des changements qui n'ont pas arrêté au poste de quarterback. Donc Daniel Jones, Tyrod Taylor, Tommy DeVito. Daniel Jones qui réalise 6 matchs startés avec donc il fait 909 yards à la passe. On a Tommy DeVito qui réalise 1100 yards à la passe et Tyrod Taylor qui est le quarterback le plus productif avec seulement 5 matchs startés, 1340 yards à la passe. Une chose que j'aimerais dire, c'est que pour moi, celui qui a été le meilleur quarterback cette saison parmi les 3, c'est clairement Tyrod Taylor, qui a osé le jeu long, qui a tenté ses passes longues et qui a réussi ses passes longues. Il a été précis sur le jeu long et c'est pour ça qu'il mène très largement ce combat des yards gagnés, même s'il ne commence que 5 matchs, mais il joue en tout sur 11 matchs parce que forcément quand les autres QB se sont blessés, il est rentré, etc. Il lance 180 yards, 180 passes par rapport à Jones qui en lance 160 et Tommy DeVito qui en lance 178. Donc ça reste quand même assez équilibré globalement. Mais ça a été clairement pour moi le meilleur quarterback des 3 cette année. Je sais pas ce que tu en penses, est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Ah ouais, Taylor n'est pas rentré sur le terrain que parce qu'il y avait des blessures, il est aussi rentré sur le terrain quand les matchs étaient pliés parce qu'on se faisait C'est vrai, démonter. Et tout en à fait. début de saison, on se disait qu'on le voyait un peu trop souvent parce que ça montrait à quel point on était nul. Mais je te rejoins tout à fait sur le fait que c'était un joueur qui tentait beaucoup plus de passes longues que Jones et De Vito. Et d'ailleurs, les stats le montrent, puisque sur les 1341 yards à la passe qu'il a fait, 763 étaient dans les airs. Donc tu vois, c'est pas 1341 yards où tu t'envoies que des petites passes de 5 Ouais, yards, ouais, ouais. c'est des gros, gros morceaux. Il est aussi le joueur qui a le plus haut taux de passes précises, hein, de passes on target avec 80%. Il est aussi le joueur qui a le plus souffert de passes droppées parce que Jones doit être à 3,9% et lui il est à 6,6%. Bon, il a joué plus longtemps que Jones, donc il a aussi plus d'opportunités que Jones d'avoir des receveurs qui se plantent. Mais surtout, ce que j'aimais bien avec Tyrod Taylor, c'est que il gérait plutôt bien la pression. Enfin, Ouais. il est pas aussi, en fait, il n'est pas aussi mobile qu'un Daniel Jones, mais il peut scrambler quand il en a besoin. Et il ne s'est fait saquer que 17 fois en 11 matchs, Ouais, en c'est pas fait, beaucoup. bah, En fait, je trouve tu qu'il est, compares ça à il Tommy est... DeVito. Tommy Ah bah, DeVito, bah, c'était 37 fois saqué ah bah c'est une catastrophe. Ouais. Ouais. Non, non, mais Donc, moi je pense qu'il est moins rapide que Daniel Jones, mais il est plus mobile et avec une meilleure awareness dans la poche que Daniel Jones. Je pense c'est pour ça qu'il se fait moins saquer aussi, c'est parce qu'il sent mieux la pression arriver. Et non, clairement, cette saison, il a été au-dessus, il a pris des meilleures décisions, il a lancé les passes longues quand il fallait. Alors est-ce que il n'a pas aussi profité, parce que tu le disais, Andrew Thomas a été blessé au début de saison, et donc ça a été préjudiciable sur et les on n'a premiers pas matchs de eu Daniel Jones, Justin ce qui Pugh était tout de compliqué. suite. Et puis Evan Neal, bah, quand il est parti, on a mis Tyree Phillips qui était un peu meilleur. Et ça, c'est une grosse interrogation et c'est un très bon point que tu soulèves. C'est dans quelle mesure la prestation de Tyrod Taylor est due à Tyrod Taylor seulement, ou en fait est due à une équipe en un peu meilleur état que celle de Daniel Jones. Et on peut se poser là aussi la même question par rapport à Daniel Jones, c'est est-ce que on peut dire bah, Daniel Jones a été nul parce que toute l'équipe était nulle autour de lui, ou est-ce que en fait non, il n'aurait pas forcément été meilleur dans les mêmes conditions que Tyrod Taylor. C'est Ouais. extrêmement compliqué de trouver une réponse à ça. Une chose est sûre, c'est qu'il a plus osé tenter de passes longues que Daniel Jones, qui est beaucoup plus conservateur dans ce niveau-là. Et quand il a lancé des passes longues, cette année, Daniel Jones n'a pas été bon. Et tu l'as dit tout à l'heure, il a loupé plusieurs fois Jalin Hayat. Il y a un match où il s'est 2 fois de suite, quasiment coup sur coup. Donc là, pour le coup, c'est clair que Daniel Jones n'a pas du tout rassuré. Après une très bonne saison l'année dernière, où on gagne un match de playoff contre les Vikings, où il a été très bon, il a vraiment été en contrôle, avec une maîtrise totale de son équipe et du schéma de jeu, etc. Cette année, on l'a senti perdu, pas en confiance dans sa poche, Mm. à lancer des passes n'importe comment et à se faire intercepter sur des jeux ridicules, quoi. Donc ça c'est un problème. Évidemment, pour l'instant, Joe Shane et Dabble annoncent Daniel Jones comme titulaire l'année prochaine, mais c'est évidemment de l'esbrouf. Je ne sais pas si c'est aussi clair que ça dans leur tête, et ils ne veulent donner aucune piste aux autres équipes pour anticiper les moves que l'on va faire pendant l'intersaison et Ouais. Il y pendant a, la il y a une, draft. Donc ça c'est évident. il y a une stat qui est intéressante par rapport à Daniel Jones et Tyrod Taylor. Ils ont le même temps moyen dans la poche avant de ressentir de la pression. 2,3 secondes. Ce qui est quand même très peu par rapport Ouais. à d'autres quarterbacks. Mais tu vois, ça montre bien en fait que Tyrod Taylor était soumis au même type de pression que Daniel Mhm. Jones et pourtant il s'en est sorti un peu mieux. Alors, je pense pas qu'on reverra Taylor chez nous la saison prochaine, on en reparlera pendant l'épisode de la Free Agency. En tout cas, ce qui se dit autour des beatwriters et dans les plus grands médias NFL, c'est que les Giants regrettent déjà le très gros contrat de Daniel Jones et que bon bah on va bien voir, enfin ce qui va se passer pendant cette intersaison va être déterminant pour la franchise et surtout pour Joe Shane et Brian Daboll. Ouais, je suis bien d'accord. Oui, oui, c'est sûr. Non, non, mais il est annoncé sur ce premier tour de draft, potentiellement des receveurs, on l'a dit, potentiellement un QB aussi, pourquoi pas.
Je pense que si on va chercher un QB, de toute façon, ce sera un QB rookie. Dabble aimerait, à mon avis, avoir un QB rookie qu'il a choisi. Est-ce qu'il y a certains annonces qu'on pourrait éventuellement trade pour monter de quelques places et récupérer un QB avec le pick numéro 2, voire le pick numéro 1, c'est des choses qui sont éventuellement possibles. Et c'est pas parce que tu as un contrat qui vient te pénaliser comme ça que tu ne peux pas y arriver. Regarde les 49ers, ils ont une très bonne équipe, même s'ils ont eu ces soucis avec un QB qu'ils ont laissé partir, des contrats qui peuvent être toxiques, etc. Donc tu peux quand même t'en sortir. Maintenant, est-ce que c'était juste une saison de moins bien pour Daniel Jones et qu'il va revenir l'année prochaine si sa O-line tient mieux? C'est possible, hein, il a montré qu'il pouvait être au niveau. Donc je sais pas, là on n'est pas assez bien placé. Ce qui est sûr, c'est que tu disais que Tyrod Taylor, il y a peu de chances qu'on le revoie, il a 34 ans. C'est pas impossible qu'on le revoie, mais c'est pas le QB d'avenir malheureusement, et même s'il montre des belles choses, c'est pas lui qui va te permettre d'aller chercher un Super Bowl, enfin je ne crois pas. Non, mais sans être un QB d'avenir, 34 ans, c'est quand même encore relativement jeune pour un quarterback, hein, puisque quand on voit qu'il y en a qui vont jusqu'à... Mais ce que je veux dire, c'est que Tyrod Taylor, vu ce qu'il a montré cette saison, il a aucun intérêt à rester chez les Giants, où Daniel Jones est indéboulonnable à cause de son contrat, et où l'équipe va... peut-être drafter un quarterback au premier tour. Où là, il se dit, en fait, je vais rester assis sur le banc et je vais me faire chier. Donc, il a tout intérêt à aller plutôt dans une équipe qui a besoin d'un peu de compétition au niveau du quarterback, où là, il peut peut-être reprendre les rênes d'une attaque et se réaffirmer comme titulaire encore une fois. Donc, parce que des bons backups, il n'y en a pas tant que ça en NFL. On a souffert aussi pendant longtemps. On était très content d'avoir Tyrod Taylor, mais là, il va partir. Et en fait, on parle beaucoup de Tyrod Taylor et de Daniel Jones, mais on parle pas du tout de Tommy DeVito, et il faudrait qu'on s'y arrête quand même 2 secondes, parce que, mine de rien, sans dire que tout était exceptionnel, et d'ailleurs, moi, j'étais l'un de ceux qui disait ouais bon c'est cool, il nous fait des trucs bien, mais par contre on va voir contre de vrais adversaires, et on a vu que quand il y avait des vrais adversaires c'était très compliqué. Mais ce que je note de positif avec Tommy DeVito, c'est surtout la capacité de ce coaching staff à prendre un rookie non drafté et en faire un titulaire correct, et tu dis s'ils sont capables de faire ça avec DeVito, ils peuvent faire des choses quand même assez extraordinaires avec un quarterback drafté haut. Donc, non mais je suis d'accord, moi je fais confiance à Dabble Kafka pour réussir à faire monter un quarterback rookie. C'est pour ça que je te dis, ça doit les démanger de se dire allez on va chercher un quarterback et on le laisse un petit peu derrière Daniel Jones pendant une demi-saison au moins, et ensuite on le fait exploser. Ce serait carrément probable. De Vito, le gros problème qu'il avait, tu l'as dit, c'est sa capacité à anticiper la pression, et il s'est fait saquer de trop nombreuses fois, mais en même temps... T'imagines le nombre de snaps qu'il a pris le mec pendant l'été, quasiment, enfin je vais pas dire quasiment aucun, mais par rapport à Tyrod Taylor ou Daniel Jones, quand t'es QB3, tu prends 3 snaps, le QB2 il en prend 15 et le QB1 il en prend 30 quoi, donc c'est forcément compliqué. Non mais il nous a quand même montré, enfin son match contre les Packers, à mon avis c'est pas forcément son meilleur match. Ah si, quand même, il fait 17-21, que 158 yards. C'est pas forcément son meilleur match en termes de statistiques, mais c'est son meilleur match en termes de difficulté. Où il a montré quand même de belles choses. Le meilleur match en termes de statistiques, pour moi, c'est clairement le match retour contre les Commanders, où il fait 246 yards, 3 TD. Il s'est fait une belle promo, c'était cool pour lui. Mais... j'en fais pas un titulaire pour autant, quoi. Non, c'est clair. Non, moi non plus, mais par contre, c'est un quarterback intéressant qui est plein de confiance et qui a ce petit swag à lui, et c'est le genre de mec que t'aimes bien suivre, et quand t'es receveur ou quand t'es un joueur d'attaque, t'aimes bien avoir un meneur comme ça, parce que voilà, t'as envie que les mecs soient en confiance, et c'est tout à fait ce qu'il est, donc ça peut être intéressant, et c'est un joueur à garder dans ton effectif pour potentiellement le développer et voir ce que ça peut donner. Si ça devient un bon remplaçant, écoute, moi ça me va très bien. Ouais. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'on peut rapidement faire les meilleurs jeux? C'était quoi déjà ce qu'on avait fait la semaine oui, c'est ça. Oui, je pensais que tu l'avais oublié. Écoute, non. Meilleur joueur offensif, Saquon Barkley avec 82% des votes. En deuxième position à ex-aequo, on a Darius Slayton et Andrew Thomas avec 9% chacun. Meilleur rookie offensif, là j'étais un peu surpris, puisque on a premier ex-aequo Jalin Hyatt et John Michael Schmitz, alors que pourtant on a dit qu'ils n'ont pas énormément contribué. Moi personnellement, c'était qui l'autre? T'aurais vu qui, toi? Tommy DeVito.
Pas con, c'est Bah, vrai. J'y pensais même ouais, Tommy C'est DeVito est le meilleur rookie offensif. Alors ça n'avait beau ne pas être exceptionnel, il est pour moi le meilleur rookie offensif de cette saison. Ouais. Et puis dans les autres, alors on n'a pas fait à Special Teams, mais juste pour vous donner une idée du meilleur Special Teamer, on a Gunnar Olszewski qui Ah bah nous a oui. fait le retour de punt contre les Rams. Bah En non, mais c'est deuxième lui le po- meilleur, carrément. Hein. C'est Ouais. une bonne trouvaille, hein. C'est une bonne signature, je trouve, ce joueur. Ouais. En deuxième position, il y en a qui ont voté pour Jamie Gillan, alors que pourtant, bon, c'est pas trop ça. Ouais, mais Euh, c'est pareil, tu veux mettre qui? C'est pas comme si on avait un vivier de joueurs qui pourraient tous être le MVP. Hein. C'est compliqué, hein, franchement. ouais. Surprise de l'année, linebacker Micah McFadden. Ouais, mais Et là, je- on parlait pas que de l'attaque, là? Non, parce que surprise de l'année, c'est sur Ah, toute d'accord. l'équipe. Ah, C'est ok, sur toute- ok. C'est Bah sur oui, toute je suis l'équipe. d'accord. McFadden, Et ça, c'est très bien. Et sur les personnes qui ont voté, 100% ont dit Micah McFadden. Il y a un peu plus de divergence, enfin en tout cas de désaccord sur déception de l'année. Alors, 64% des gens ont dit Daniel Jones, et je pense que sur ça on est d'accord. Ouais, Mais en ouais. deuxième position, tu trouves Darren Waller avec 18%, Aziz Ojulari avec 9%, Ah bah ouais, c'est clair. et il y a quelqu'un qui a répondu ce sont tous des déceptions, j'ajouterai le head coach. Ah ouais, le head coach, non, quand même. Quand même. Et enfin, drumroll, MVP 2023. C'est qui pour toi? De tous les joueurs, Ouais. ça va être un défenseur. Bah alors t'as 3 choix, Dexter Lawrence, McKinney ou Okereke, c'est l'un des 3. Eh ben, c'est Dexter Lawrence avec 8 votes. Et on a Saquon Barkley qui a 2 votes. Et il y a quelqu'un qui a répondu, et je pense que je suis d'accord avec lui, aucun approche ce statut. Alors c'est peut-être un peu sévère avec Dexter Lawrence, parce que Dexter Lawrence a quand même eu une bonne saison, mais le fait est que malgré tout son talent, il peut pas changer les matchs sur Ouais, cette puis saison. McKinney aussi, on a vu qu'il est selon PFF, 4ème meilleure statistique des safety de cette année. Hein, donc ça reste quand même dans le top. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, Non, bah voilà. c'est logique ces votes, écoute, très bien. Je suis assez d'accord. Et on a dépassé les 50 minutes, nous allons donc nous arrêter là. Prochain épisode sera consacré à la Free Agency, puisque la Free Agency va commencer en mars. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui est-ce qu'on va signer? On va aller regarder un petit peu évidemment qui sont les joueurs disponibles, quels sont nos besoins. On en a parlé un tout petit peu, là on a évoqué certains besoins. Lesquels est-ce qu'on veut aller chercher plutôt à la Free Agency, lesquels on veut aller chercher plutôt à la draft. Nous y Lesquels on va répondrons couper, dans le prochain compagnie. podcast. Qui on va Tout à couper? fait. Oui, tiens, très intéressant, j'aime bien ça, qui on va cutter. Ouais. On fera le point sur tout ça. Voilà, merci Thiergo d'avoir participé encore à ce nouveau podcast. je t'en Merci à prie. tous de nous avoir suivis et à bientôt pour le prochain épisode. À plus tout le monde, ciao. Salut!